Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo, on va attaquer un nouveau système de refroidissement. Il s'agit tout simplement d'un water cooling de chez MSI, et vous le voyez juste à côté de moi, c'est le MAG Core Liquid E360. Donc ça reste la dernière génération, et la dernière génération de water cooling que MSI nous propose sur du milieu de gamme. J'ai la version 360 mm, c'est directement MSI qui me l'a envoyé pour vous le présenter. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous le présenter comme d'habitude, mais on va surtout le comparer à l'un de ses concurrents de la même marque. Il s'agit tout simplement du Core Liquid 360 RV2, le fameux, pour qu'on puisse justement voir est-ce qu'il y a réellement une différence, lequel est le plus performant et est-ce que ça vaut le coup à ce moment-là de passer sur la dernière génération. En termes de tarification, ils sont à peu près au même prix, en termes de disponibilité c'est pareil, donc autant vous dire que pour moi ça restait un choix logique. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous présente ce type de système de refroidissement, et n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis nous on va attaquer par l'unboxing de ce dernier. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Ursidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à la sponsor. Sinon je vous laisse vous faire un petit café et on se retrouve directement juste après pour l'unboxing du MAG Core Liquid E360. C'est parti. Et là on se retrouve sur le site de VIP Ursidiki, et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par l'unboxing de ce dernier. Donc, au niveau de l'unboxing, ça reste un IO, tout ce qu'il y a de plus simple directement. Toc. Donc, on ouvre. Là, du fait que, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un produit que MSI m'a envoyé, c'est possible qu'on ait des pièces qui soient pas en fait aux mêmes endroits et autres que vous auriez vous directement, parce que du coup ce sont des exemplaires de prêt qui sont testés à différents, qui sont prêtés en fait à différentes personnes et donc testés par plusieurs personnes. Ici on va retrouver le premier ventilateur, le second et le troisième. On est sur des ventilateurs qui sont en ARGB et qui peuvent être splittés entre eux, c'est-à-dire que vous avez un connecteur ARGB femelle et un connecteur ARGB mâle, ce qui permet de pouvoir les brancher en continuité. Ça c'est plutôt pas mal pour le cable management. Ici on a le sachet avec tous les vis et les systèmes de fixation. Je vois rien de particulier, donc on va avoir les vis de ventilateur, on a les systèmes de fixation en fait initial AMD et Intel, la backplate arrière pour du 1700. Voilà, donc rien de particulier, ça vous connaissez chez MSI, ça reste largement bon. Ici, on va retrouver donc des câbles pour pouvoir justement brancher les différents ventilateurs. Donc des splitters ici, soit en réduction de bruit, soit directement en classique PWM. Ça, c'est pas mal. Le fait d'avoir du coup un noise réducteur directement fourni, pourquoi pas. Après, c'est pas quelque chose que moi j'utilise. Je suis pas ultra fan, simplement parce que ça réduit de façon artificielle du coup la vitesse de rotation de vos ventilateurs. Et malheureusement, du coup, d'un point de vue gestion et d'un point de vue température, on va y perdre à chaque fois un petit peu en performance. En tout cas, moi de façon d'expérience, c'est à chaque fois le retour que j'en ai. On sort l'IO, on pousse le carton directement. Ici, vous retrouvez donc l'IO juste ici avec sa pompe.
Et voilà, donc là on va avoir le connecteur PWM pour la pompe, on va avoir donc le connecteur ARGB pour son visuel. On a ici une belle cold plate qui elle est en cuivre, qui ressort quand même pas mal contrairement à pas mal d'IO, donc assez large, assez grand. Donc ça pourrait être sympa parce que ça permettra vraiment de pouvoir prendre l'intégralité de la surface sur Intel sans aucun problème. Donc ça, pourquoi pas. Au niveau de la pompe sur le visuel, ici comme vous pouvez le voir, vous avez le logo MSI, on va avoir le RGB qui va être en anneau juste en dessous, donc qui va éclairer sur les côtés, donc ça c'est pas mal. Le logo MSI se tourne, donc ça permet d'avoir le câblage là où on le veut et surtout de pouvoir garder le logo au visuel là où on veut, hein, clairement, donc pouvoir avoir un visuel qui soit sympa dans la config et pas être contraint, donc ça c'est un bon point. Et là on va enlever le carton pour inspecter les ailettes et clairement tout est nickel. Donc là, le water cooling et le radiateur est vraiment nickel, ça il n'y a pas de souci. Donc là franchement voilà, plutôt content. Bref, c'est tout pour cet unboxing. On se retrouve avec des produits de qualité, c'est pas choquant chez MSI, c'est même normal, donc ça c'est quand même assez cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter quelques plans avec les caractéristiques techniques de cet AIO. Pendant que vous verrez ça, moi je ferai les tests de mon côté, ça prendra quelques secondes pour vous, pour moi ça prendra quelques jours directement. On se retrouvera juste après pour les résultats de ce Core Liquid E360. Je le comparerai directement au Core Liquid 360R V2 afin de pouvoir justement savoir si ça vaut le coup de partir sur les nouvelles générations d'IO ou pas de chez MSI, ou en tout cas sur cette version là pour l'instant. Donc ça sera tout. Au niveau des tests, comme d'habitude, tests synthétiques, tests en jeu pour pouvoir avoir des conditions réelles, et puis après on voit ce que ça donne d'un point de vue résultat et on débriefera de tout ça ensemble. Allez, je vous passe les caractéristiques techniques, à tout de suite. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a les caractéristiques techniques comparées entre le MSI Core Liquid 360R V2 face au E360. Par rapport au ventilateur, pour la vitesse des ventilateurs, on a une perte sur le E360, on a 200 RPM de moins, 1800 RPM annoncés. Au niveau des CFM, on est à 75,4 à la place des 78 à 73 initialement sur le 360R V2. Et en pression statique, cette fois-ci, on a une petite augmentation, donc on a un petit gain en pression statique. Pour la pompe, on perd 1200 RPM sur celle-ci, avec aussi 100 000 heures de durée de vie, donc ça va être un petit point négatif. Toujours la même garantie, en termes de tarification, on est à peu près pareil, 139,95 au prix MSRP annoncé pour le E360. Maintenant, au niveau des températures, comme vous pouvez le voir, là on a les températures faites sur les benches synthétiques que je vous présente à chaque fois. Sur OCCT, on va avoir un gain pour le E360, on est à 78 degrés sur le 360 RV2 face à 76 pour le E. Sur VR5, vous avez donc 87 degrés pour le 360 RV2 face à 84 degrés pour le 360. Et au niveau de R20 T3, on est à 96 degrés à la place de 98. Sur R20, 91 à la place des 96. Et sur R15, on est à 89 à la place des 82. Donc finalement, on a quand même une baisse, on va gagner en température, c'est quand même plutôt agréable, et clairement en termes de gain, c'est pas non plus en fait énorme, mais ça reste quand même assez conséquent. Mais maintenant, à voir en jeu. En jeu, comme vous pouvez le voir là maintenant sur Shadow of Tomb Raider, vous êtes à 78 degrés normalement avec le 360 RV2, là on passe à 67 degrés, donc c'est pas mal. Sur The Witcher 3, on est à 69 face à 66, sur Cyberpunk 78 degrés face à 75 degrés, sur PUBG pas d'évolution, on reste sur les mêmes températures,
Bon, ça c'était un peu bizarre, j'ai fait les tests 5 fois pour vraiment être sûr et à chaque fois on oscille entre 60 et 61 sur les deux water cooling. Donc bon, passons, en soi ça reste ok. Et sur Assassin's Creed Valhalla, on est à 68 degrés face à 66 pour le E360. Donc autant vous dire que les performances qu'on avait en bench synthétique finalement se retrouvent aussi pour la partie en gaming, bien évidemment. C'est pas des grosses baisses comparées à les bench synthétiques en jeu finalement. Comme vous pouvez le voir, même sur Shadow of Tomb Raider, 70 à 67 c'est que 3 degrés, 69 à 66 c'est 3 degrés aussi, 78 75 finalement là on est à 4 degrés. Bon, c'est pas non plus énorme mais ça reste quand même assez intéressant. Et donc là vous avez pu voir les différents résultats et les performances de ce water cooling et finalement elles sont plutôt pas mal. Quand on le compare au 360 RV2, on a quelques degrés en moins et on se retrouve avec un water cooling qui finalement est bon d'un point de vue performance globale. Au niveau des températures, ça reste largement ok. Il pourra supporter des i9 sans aucun problème, comme là vous pouvez le voir avec donc le 12900K et franchement pas de souci. Cependant, pourquoi à l'heure actuelle on va se retrouver avec des caractéristiques techniques sur ce water cooling là qui sont inférieures finalement en termes de chiffres face au 360 RV2, mais qu'en termes de température on est, comme vous avez pu le voir, à 2 ou 3 voire 4 degrés de moyenne inférieure à ce dernier, donc au 360 RV2. Et ben pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'heure actuelle sur la cold plate, donc la partie qui va être en contact avec la pâte thermique qui va justement du coup récupérer la chaleur et redistribuer le froid sur le processeur, et ben en fait cette cold plate là, elle a été agrandie. Elle a été agrandie de 20%, c'est pas rien, et ça correspond exactement à la surface des processeurs des sockets 1700 d'Intel. Ce qui fait que quand j'ai fait mes tests sur AMD, dont je vous ai même pas présenté le pourquoi arrive juste là, bah on s'est retrouvé finalement avec des températures qui étaient presque similaires avec le 360 RV2, à des fois des températures qui vont être égales ou avec 0,5 degrés de différence. Donc autant vous dire que j'ai pas voulu vous présenter parce que ça servait à rien, que c'était pas réellement pertinent, parce que je peux vous le dire là tout de suite, mais je les ai entièrement fait sur un 7800X 3D et clairement, bah finalement c'était presque les mêmes. Mais alors, est-ce que c'est réellement ça? Eh ben oui, c'est la cold plate qui va changer énormément ce côté de température et qui va permettre justement de pouvoir avoir une dissipation thermique plus grande. Et c'est là où ça va être intéressant sur ce water cooling, c'est que si à l'heure actuelle vous avez un processeur 2700 avec un socket 1700 de chez Intel, à ce moment-là, oui, je vous conseillerais de partir beaucoup plus sur le E360 qui va être un peu plus spécialisé, qui vous permettra de pouvoir gagner des performances directement juste avec un aspect physique de modification sur le water cooling. Ces performances s'expliquent en différence aussi face donc au Core Liquid 360 RV2, simplement parce que le Core Liquid 360 RV2, donc finalement son grand frère, lui, a été fait avant la sortie des 12e génération, donc avant la sortie du socket 1700, il a simplement été adapté. On a retrouvé juste le kit de montage et c'est tout, mais la partie technique n'a pas été évoluée, n'a pas évolué physiquement pour en fait le 1700, comme énormément de ventirad, comme énormément de water cooling sur le marché. Donc là, ça me fait plaisir quand même de pouvoir voir pour une fois l'un des seuls water cooling spécifiquement dédiés, si on peut dire ça, et moi je l'amène comme ça sur le terrain finalement pour du Intel, parce que clairement là à l'heure actuelle on va se retrouver avec un water cooling qui va être performant et qui sera plus adapté pour du Intel que pour du AMD. Est-ce que je dois le conseiller? Est-ce que finalement je peux répondre à cette question? Est-ce que c'est un bon water cooling? Est-ce que je vous le conseillerais? Est-ce que moi j'achèterais pour moi-même? Clairement oui, je peux vous le conseiller sans aucun problème si vous êtes sur Intel. Si vous êtes sur AMD, bah, finalement il y aura peut-être d'autres alternatives qui seront plus performantes ou équivalentes, ou qui seront tout simplement aussi performantes mais peut-être pour un prix un peu plus inférieur. Parce que si on revient sur l'aspect tarification, ce water cooling est à l'heure actuelle proposé aux alentours des 100 à 150 euros. Clairement 150 euros pour moi, je pense qu'on va avoir quand même d'autres alternatives qui seront plus performantes, mais aux alentours des 100 à 120 euros, pourquoi pas? Donc si vous l'avez à 100-120 euros, allez-y, ça restera un bon water cooling. Si vous l'avez en dessous de 100 euros, c'est une très bonne affaire. Si par contre vous êtes sur un processeur AMD et que vous l'avez à 120, vous avez le Core Liquid 360 RV2 qui est à 100 euros, prenez le 360 RV2 à 100 euros. Voilà, ça vaudra justement du coup cette différence et au moins vous économisez les 20 euros. Si par contre vous êtes sur Intel, sortez-les de votre poche et passez du coup sur celui-là. Donc clairement, oui, ça reste un bon produit. Voilà, je tiens d'abord à remercier MSI de m'avoir permis de pouvoir tester leurs produits. C'est un produit de prêt, comme je l'ai dit au début de vidéo, donc je vais devoir leur envoyer. Je n'ai pas été payé pour cette vidéo et ce test est 100% objectif directement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me le dire directement en commentaire. C'est pas un produit que je vais garder, donc c'est vrai que malheureusement sur la longévité ou autre, si vous avez des questions dessus, bah, je ne pourrai pas du coup vous les sortir et j'aurai que les éléments que j'ai pu
tester un mois maintenant en main pour pouvoir vous les exposer. Donc après, à voir si on va pouvoir avoir des retours dans le temps, que ça soit d'autres consommateurs ou finalement la partie SAV peut être globale. Mais bref, ça dans tous les cas, je vous tiendrai au courant s'il y a quoi que ce soit sur ce produit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se retrouvera vendredi ou samedi si j'ai du retard pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était MT. Salut!